Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. En 2022, plus de 2500 milliards de francs CFA ont été affectés à la construction d'infrastructures routières. Et pour plus d'efficacité, le ministre Amédée Kouakou envisage d'appuyer les directions régionales des infrastructures en équipement. Cela en vue de rapprocher les services des populations de l'intérieur du pays. On en parle dans cette édition. Lutte contre la fraude et la corruption, le Trésor public a présenté son dispositif interne de lutte contre ces problèmes en présence du ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, qui représentait pour la circonstance le Premier ministre Patrick Hachi. Étaient présents également les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, les femmes enlevées dans la nuit du 12 au 13 janvier dans la localité d'Arbinda, dans le nord du pays, par des terroristes ont été retrouvées au cours d'une opération de contrôle routier menée par des forces de sécurité intérieure. Les ex-otages ont été accueillis par les membres du gouvernement et la hiérarchie militaire à leur arrivée dans la capitale Ouagadougou. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Un télégramme officiel, des mots de compassion à l'endroit du président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba et du peuple gabonais. Le président de la République Alassane Ouattara, solidaire de la nation sœur du Gabon suite à la disparition brutale de son ministre des Affaires étrangères, M. Michael Moussa Adamo. Ce télégramme officiel qui dit, et je cite, « Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j'ai appris la disparition brutale de son Excellence M. Michael Moussa Adamo, ministre des Affaires étrangères, survenu hier vendredi 20 janvier 2023 à Libreville des suites d'un malaise cardiaque lors du Conseil des ministres. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour témoigner de notre profonde compassion et de notre solidarité à votre Excellence et au peuple frère gabonais. Je salue la mémoire de ce diplomate chevronné, grand serviteur de l'État et fidèle compagnon qui a su mériter votre confiance grâce à ses immenses qualités professionnelles et humaines connues de tous. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre à la famille de l'illustre disparu mes condoléances les plus émues, de même que ma sympathie dans cette dure épreuve, très haute et fraternelle considération. Un télégramme officiel signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et ici en Côte d'Ivoire, 440 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur de l'éducation et celui de l'électricité. C'est le soutien financier témoigné à la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale, la directrice des opérations de la Banque mondiale, le ministre de l'économie et des finances, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie ont procédé à une signature de convention à cet effet. C'était dans les locaux du ministère de l'économie et des finances. Mamadou Kouassi nous en parle. 2 signatures d'accord d'une valeur totale de 440 milliards de francs CFA entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, représentée par sa directrice des opérations Côte d'Ivoire. Des conventions portant sur la valorisation des acquis des États généraux de l'éducation et l'opération nationale de numérisation d'accès à l'électricité, MEDA. Soutient le programme national du ministère qui cible 8,4 millions d'enfants dans le préscolaire et le primaire, ainsi que plus de 66 500 enseignants dans l'éducation de base. Il va également permettre de construire 3000 nouvelles salles de classe en moins de 5 ans et ainsi améliorer de façon substantielle la gouvernance du système éducatif. Le NEDA est destiné à augmenter l'accès à l'électricité à moindre coût pour le plus grand nombre, principalement dans le nord et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce financement vient en appui à des programmes existants du gouvernement. À terme, le financement NEDA permettra, notamment via le PEPT, à près de 1,9 million de personnes d'être connectées au réseau d'électricité et couvrira 20% des besoins de la Côte d'Ivoire en matière de nouveaux branchements dont elle aura besoin pour atteindre son objectif d'accès universel à l'électricité pour toute la population. En plus de favoriser l'accès à l'électricité à tous les ménages, ainsi que ses avantages socio-économiques, la Côte d'Ivoire fait de la valorisation du capital humain un axe essentiel de son plan national de développement 2021-2025. En ce qui concerne le prêt éducation, il s'agit d'un ambitieux programme qui introduit une innovation majeure consistant à établir une corrélation entre les résultats réalisés et le financement octroyé. Il permet, tel dans un contrat d'achat de services, de motiver le personnel pour améliorer la quantité et la qualité des services fournis. Les nouveaux mécanismes adoptés dans le cadre de ce programme rehaussent donc le niveau d'exigence pour accéder aux ressources. Dans cette nouvelle dynamique, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien d'environ 10 milliards de francs CFA du partenariat mondial pour l'éducation.
Un reportage de Mamadou Kouassié en présence du ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, qui représentait pour l'occasion le Premier ministre Patrick Hachi. Le Trésor public a présenté hier vendredi sa politique de lutte contre la fraude et la corruption. Étaient également présents les partenaires techniques et financiers de la Côte d'Ivoire ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Il s'agit pour le Trésor public de renforcer son dispositif interne de lutte contre la fraude et la corruption. Dangui. Visite de stand tenue par les différentes directions du Trésor public où sont exposés les services numériques et les instruments de lutte contre la fraude et la corruption au sein de cette institution financière. Des instruments que viennent renforcer la politique de lutte du Trésor public contre la fraude et la corruption lancée ce vendredi. La politique de lutte du Trésor public contre la fraude et la corruption, objet de la présente cérémonie, a pour objectif général d'améliorer la transparence et la gouvernance au sein du Trésor public à travers la promotion d'une culture anti-fraude et anti-corruption. Avec le lancement de cette politique, le Trésor public franchit un autre palier dans son combat contre la fraude et la corruption, a fait observer le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Le pas marqué aujourd'hui par le Trésor public devra être suivi par l'ensemble des institutions de l'État. Après avoir salué les efforts dans l'amélioration de la gouvernance et la qualité des services du Trésor public, le ministre de l'économie et des finances représentant le Premier ministre à cette cérémonie a invité les uns et les autres à plus d'audace dans la lutte contre la corruption. À travers ce nouveau dispositif, le Trésor public conforte sa position d'administration de référence et donne encore une fois la preuve de son adaptabilité à l'évolution des enjeux. Je reste convaincu qu'avec la mise en œuvre de ce dispositif, le Trésor public apportera une plus-value appréciable à nos efforts pour faire reculer significativement ces fléaux pernicieux. La corruption entraîne la déperdition d'environ 4% du PIB, produit intérieur brut des pays africains, et fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 1300 milliards de francs CFA par an. Et toujours sur le champ économique, un colloque international portant sur le marché financier régional de l'UEMOA, 25 ans après, s'est tenu jeudi dernier à Abidjan. Plusieurs présentations, conférences et panels animés par les acteurs de la filière ont été les temps forts de ce colloque international, marqué surtout par le bilan et les perspectives de l'AMF-UEMOA. Plus de détails sur les enjeux du développement du marché financier régional avec Dangui. Le marché financier régional se positionne comme un levier de financement des économies des 8 pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine. C'est ce qui se dégage des interventions des experts et acteurs de la filière réunis à Abidjan dans le cadre du colloque international sur le thème « Le marché financier régional de l'UEMOA, 25 ans après ». Quand on parle de marché financier, on parle d'un lieu où s'échange de l'argent. Pour être plus simple, de l'argent, les capitaux. Et en face, vous avez à la fois des gens qui ont de l'argent en excédent et des gens qui en ont besoin. La plupart du temps, les gens qui ont de l'argent en excédent, c'est vous et moi, c'est le ménage, via quoi? Via nos salaires, nos revenus extra. Et ceux qui en ont le plus besoin, c'est souvent les entreprises, les États, parce qu'ils ont des problématiques de développement beaucoup plus larges. Le présent colloque est donc le lieu de faire une rétrospection du chemin parcouru et de scruter l'avenir et les défis à relever. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CREPMF, souffle sa 25e bougie et change de nom pour devenir autorité du marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine, AMF-UEMOA, pour mieux contribuer au financement des économies des États membres. Les conditions qui ont permis la résilience de nos économies, nous devons les renforcer. Donc ces conditions, cela a été rappelé tout à l'heure, il y a évidemment la question de la gouvernance économique. Il y a des domaines qui ont besoin d'être renforcés, notamment les petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui n'ont pas, malgré les efforts qui sont faits, n'ont pas encore suffisamment intégré le marché financier régional, n'ont pas encore suffisamment pu s'inscrire dans cette dynamique mobilisée. Les autorités sous-régionales misent sur les conclusions de ce colloque international pour mettre en place un marché public sous-régional à la mesure des objectifs de développement des pays membres de l'Union.
la révision du cadre réglementaire de la gestion collective, l'adoption de la bourse en ligne et de la loi uniforme relative aux infractions boursières, l'adoption d'un cadre réglementaire dédié au marché de capitaux islamiques en cours de finalisation sont des réformes qui viendront impacter la dynamique de développement du marché financier régional de l'UMOA. Des présentations, une conférence et plusieurs panels animés par des experts de la question ou des acteurs de la filière ont été les temps forts de ce colloque international. Un reportage signé Dangui. On parle à présent de communication. Quelles sont les actions qui ont marqué les secteurs de la communication de l'économie numérique en 2022 ? Au siège de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences, le ministre de la communication de l'économie numérique, Amadou Coulibaly, devant les professionnels de ces différents secteurs d'activité, a fait le point de cette question de l'aide financière aux médias, à l'assainissement de l'affichage publicitaire, à la redynamisation de la poste en Côte d'Ivoire. Le ministère n'a ménagé aucun effort. Didier Nguessan. L'année 2022 a été richement meublée au ministère de la Communication et de l'économie numérique. De la réforme de la communication publicitaire au décret sur les startups, en passant par de nombreux projets de loi qui, à terme, renforceront l'arsenal juridique du secteur, le ministère a bouillonné. À l'entame de la nouvelle année, chacun des acteurs fait le point de son secteur. Dans une étude réalisée en 2022 par le groupe de la Banque mondiale, et je cite, « La place du numérique dans l'économie ivoirienne progresse rapidement. En 10 ans, le nombre d'utilisateurs d'Internet est passé de 9% à 34% de la population. Le secteur des services de télécommunications a généré un chiffre d'affaires de 1139 milliards de francs CFA en 2021, soit près de 2 milliards de dollars, ce qui représente 3% du PIB, près de 3 000 emplois directs et plus de 100 000 emplois indirects. La signature d'un contrat de performance entre l'État de Côte d'Ivoire et la SNPC pour la période 2023-2025, le soutien apporté à l'État à Edipresse qui a permis d'aider la société à éponger une partie de ses dettes vis-à-vis des éditeurs locaux et internationaux. Plusieurs conventions ont été signées en 2022 par la Poste avec des partenaires sur des sujets à caractère numérique. La politique gouvernementale en matière de communication et d'économie numérique mise en œuvre par le ministre de tutelle Amadou Coulibaly a été en 2022 un vaste chantier avec un taux d'exécution satisfaisant. L'étude de la restructuration de la gouvernance des structures du secteur de l'économie numérique. Nous avons aussi initié l'opérationnalisation de la stratégie nationale du développement du numérique, la création du Comité national de digitalisation de Côte d'Ivoire, CNDigit. Nous avons également lancé l'étude sur l'analyse du nouveau modèle économique du secteur de la presse. Une réforme du secteur de la publicité en Côte d'Ivoire à travers une digitalisation complète. Les défis restent importants en perspective, notamment les moyens mis à la disposition de la RTI pour la réussite de la couverture médiatique de la CAN 2023 qui se jouera en 2024. Le déploiement total de la TNT sur le territoire national en réglant le problème des zones blanches et le doublement de la contribution de l'économie numérique au PIB passant de 3 à 6%. Reportage de Didier Nguessan. Et en termes de bilan, pour ce qui relève des infrastructures routières, en 2022, plus de 2500 milliards de francs CFA ont été affectés à la construction de ces infrastructures. Et pour plus d'efficacité, le ministre des infrastructures routières, Amédée Kouakou, envisage d'appuyer les directions régionales des infrastructures en équipement, cela en vue de rapprocher les services des populations de l'intérieur du pays. Lanciné Bakayoko nous en parle. Au nombre des infrastructures routières réalisées, plusieurs grands chantiers, dont les axes autoroutiers Yamoussoukro-Bouaké, les ponts d'Abidjan, la périphérique Y4, les routes de Dabou et de Ndotré et même la côtière. Bref, ce sont plus de 2500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans ce domaine par l'État au cours de l'année écoulée. Nous sommes parvenus à tous ces résultats grâce à l'expertise et à la franche collaboration avec tout le secteur privé, représenté ici par le GIBTP et les groupements constitués par les PME. Avec l'appui du secteur privé, ce sont plus de 15 000 emplois cumulés qui ont été créés dans le secteur en 2022 sur l'ensemble de nos chantiers, avec près de 60% qui étaient occupés donc par les jeunes. Pour 2023, les interventions seront orientées vers la poursuite des travaux d'aménagement et de bitumage des 1922 km de routes neuves
et le renforcement d'environ 1000 km de routes revêtues. L'administration routière déconcentrée devra désormais jouer pleinement son rôle dans le suivi de tous les importants projets et dans la gestion des situations urgentes de coupure des routes, de divers travaux manuels de débroussement et de nettoyage des abords des routes et du curage des ouvrages hydrauliques. En effet, le gouvernement a autorisé en 2018 la réalisation d'environ 30% des travaux d'entretien routier en régie. Dans cette dynamique, des engins de travaux publics ont été acquis pour un montant de 8 milliards de francs CFA. Objectif, équiper les parcs territoriaux, notamment de Touba, Kong Divo, Korogo et Adzopé. Ces parcs d'engins permettront à l'administration routière d'être plus proche des populations afin de traiter avec plus de promptitude les situations d'urgence. Et loin de ce rafraîchissement, de cette bouffée d'oxygène que connaît le réseau routier ivoirien, il y a ce constat fait par une de nos équipes dans la commune de Treichville, l'une des plus vieilles communes de la ville d'Abidjan. Dans cette commune, plusieurs bâtiments portent avec beaucoup de difficultés le poids de l'âge. Après avoir fait leur temps, ils ne répondent plus aux normes techniques et menacent de s'écrouler comme des châteaux de cartes à tout moment. Tant le temps a fini par avoir raison de leur fraîcheur, de leur allure, de leur stabilité. La mairie en a identifié 18, le ministère de la Construction 79. Comment convaincre leurs occupants de les libérer avant qu'une tragédie se produise? Comment restructurer les quartiers et communes ciblées? Gros plan donc sur ces bâtisses qui sombrent dans l'agonie et qu'il convient de démolir. Dossier vide ici signé Serge Collier. Cette bâtisse est située dans la commune de Treichville, plus précisément à l'avenue 7, rue 20 Barré. Selon les riverains, sa construction date d'au moins 30 ans. Depuis quelques années, le bâtiment se dégrade, mettant en danger la vie de ses occupants, mais aussi des voisins. Pour moi, vous remarquez l'état des fers qui sont déjà sortis. Ça, on ne peut plus réhabiliter, il faut casser et puis reconstruire encore. Souvent, on ne l'est plus. Il y a des briques qui tombent sur le toit, mais il y a toujours des occupants sur l'immeuble. Bon. Souvent, quand ces gens de trucs arrivent, quand tu veux essayer de dénoncer, on te prend pour le méchant, le voisin méchant. Pourtant, nous sommes en danger ici. Après l'effondrement du meuble de février 2022 à Treichville, qui a fait 7 morts, la municipalité a recensé 18 bâtiments menaçant ruine. Nous, on est venus ici en 1956, de Dokwe. L'autre bâtiment qui fait face a été construit en 1994. Je suis là avec mes soeurs et mon frère. Ces habitations qu'on retrouve dans différents quartiers de la commune ne sont plus des lieux sûrs. Selon le constat d'expertise des spécialistes, mandatés par les autorités municipales, elles devraient faire l'objet de démolition. Les recommandations, ce sont que les évacuations se fassent maintenant. Le propriétaire, il est responsable de son bâtiment. Et si son bâtiment menace ruine, c'est lui qui doit prendre sur lui de démolir ce bâtiment. Mais nous, en tant que responsable au nom du ministre Amicha François, maire de la commune de Treichville, nous n'allons pas laisser les propriétaires seuls. Dans ces immeubles où la menace est quotidienne, les familles se disent conscientes du danger. On est à côté d'un cercueil. Hein. Oui, c'est ça. Et tu es là comme ça, tu peux tomber à tout. Difficile. On va faire comment? Les propriétaires ou locataires invités à plier bagages rechignent à quitter les lieux. Nous, on cherche un moyen pour quitter la cour. Parce qu'on ne sait pas. On n'a pas de moyen. C'est ce qui nous oblige de rester. Cette situation n'est pas spécifique à Treichville. Comme l'a fait la mairie de Treichville, il serait bon que toutes les mairies identifient sur leur commune les bâtiments qui menacent ruine. Le travail de l'Office national de la protection civile se fera. Nous ferons des contrôles, ferons des visites et nous sortirons un rapport qui déterminera la suite à donner. Dans le district d'Abidjan, la plateforme collaborative de contrôle des constructions a identifié 79 bâtiments à démolir. Aujourd'hui, la question, c'est d'encourager les propriétaires à partir pour sauver des vies humaines. Ils n'ont pas le droit de mettre eux-mêmes leur vie en danger, à plus forte raison celle de leur progéniture et de leur famille. Il peut survenir un accident tout de suite. On nous reprochera le fait qu'on n'ait pas agi vite. Et ça, personne ne va nous le pardonner.
Pour le directeur du guichet unique du permis de construire, la démolition s'impose comme une mesure qui sera avantageuse à long terme pour les propriétaires. Le bâtiment a une durée de vie. La valeur d'un bâtiment, c'est 30 ans. Au-delà de 30 ans, vous devez procéder à la réhabilitation, sinon votre bâtiment a une valeur nulle. Plus vous entraînez tout votre bâtiment, vous donnez encore la valeur à neuf au bâtiment. Les propriétaires sont invités à s'inscrire dans la nouvelle vision urbanistique des autorités. Des zones ciblées, nous pensons à Tréville, nous pensons à Djamé. Nous pensons également à Tekoubé. Ces zones-là ont besoin d'une restructuration. Le foncier appartient au privé et il n'est pas question de déposséder les populations de leurs fonciers. Il est prévu en accord avec eux, avec la sensibilisation pour qu'eux-mêmes comprennent qu'ils peuvent tirer beaucoup de profit en acceptant cette restructuration, en contractant avec des opérateurs économiques qui peuvent les accompagner dans la transformation de leurs bâtis en des bâtis beaucoup plus modernes, qui sera beaucoup plus rentable que les coûts communs qu'on voit dans ces quartiers. Ces 3 dernières années, le phénomène des écroulements d'immeubles a touché essentiellement les nouvelles constructions. Les enquêtes ont démontré que sur ces chantiers, les règles et normes sont foulées aux pieds. Aujourd'hui, pour lutter efficacement contre cette situation, il faut également prendre en compte les bâtiments vétustes et mal entretenus qui ne tiennent visiblement plus la route. Un gros plan sur les bâtisses dangereuses à démolir, un sujet signé Serge Colléa. Suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier vendredi 20 janvier 2023 un nouveau cas de Covid-19 sur 266 échantillons prélevés, soit 0% de cas positifs, 0 guéris et 0 décès. À la date du 20 janvier 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 87 966 cas confirmés, dont 87 127 personnes guéries, 833 décès et 8 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 669 594. Le 19 janvier 2023, 6 614 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 24 423 396 doses du 1er mars 2021 au 19 janvier 2023. 2023, justement, année de la paix pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. 2 événements marquent concomitamment cette année le 50e de cette fondation créée par le président Félix Houphouët-Boigny pour promouvoir la paix et le 30e anniversaire du décès du père de la nation. Une double commémoration placée sous le haut patronage du président de la République Alassane Ouattara, lancée jeudi dernier à Yamoussoukro, mobilisée pour l'occasion plusieurs institutions, notamment la Fondation Félix Houphouët-Boigny, la famille Félix Houphouët-Boigny et la présidence de la République via le ministre conseiller du chef de l'État chargé des affaires politiques, Ibrahim Cissé Makongo. Léon Brou nous en parle. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix scandant la paix, comme pour lancer le trentenaire du décès du père de la nation et le cinquantenaire de la fondation qu'il a créée pour promouvoir la paix. Des activités spécifiques autour d'un thème particulier chaque mois de cette année 2023. Point d'orgue, le colloque international sur l'oufouettisme et le conseil géant de la paix. Jeunes organisations de la société civile, partis et groupements politiques invités pour concrétiser 4 projets. La réhabilitation générale de la fondation qui a 35 ans d'âge. Le lancement de l'école panafricaniste de la paix, une initiative de l'UNESCO, de l'Union africaine, du gouvernement ivoirien et de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Le transfert du siège de la Radio de la Paix à la Fondation. Dernier projet, la statue géante du président Félix Houphouët-Boigny dans le jardin de la Fondation. À moyen terme, nous pensons au projet de musée de la paix pour pérenniser l'œuvre de paix du père de la nation. La finalité, renforcement de la cohésion sociale et de la paix, une œuvre qu'aura consacré sa vie à construire Félix Houphouët-Boigny, somme toute des dimensions humaines qui concourent au vivre ensemble selon sa famille. Quand vous écoutiez ces discours, ces jugements, c'était des leçons de pondération et de sagesse. Quand vous écoutiez ces conseils, il vous apprenait à vivre. Quand vous observiez son comportement avec les autres, c'était des leçons de courtoisie. Et tout cela avec une profonde humilité, une immense foi en Dieu,
un sens de l'humain et un profond et sincère amour de son prochain. Au patron de l'année 2023 de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara, son représentant, le ministre conseiller Cissé Bakongo, explique que sa vision de la réconciliation exige de traduire en actes l'enseignement du père de la nation que je cite « La paix, ce n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Une telle perspective heureuse n'est durable que si nous savons, par un effort collectif et constant, sauvegarder, maintenir et promouvoir la paix, tel que le président Félix Houphouët-Boigny nous l'a enseigné. Également transmettre aux générations actuelles et futures son message de paix, sa quête d'un monde solidaire, égalitaire et fraternel. Autre partie prenante à la commémoration du trentenaire du décès de Félix Houphouët-Boigny et du cinquantenaire de sa fondation, le Sénat, ici représenté par sa vice-présidente Diaby Makani, le Conseil économique, social, culturel et environnemental. On reste à Yamoussoukro, au pied de la basilique, où les populations ont pu passer un moment de détente, de faux rire grâce à la RTI. Après Abidjan, l'équipe de l'émission Bonjour de la RTI a mis le cap donc sur Yamoussoukro dans le cadre de Bonjour Tour 2023. Les humoristes ont donné rendez-vous à la population de Yamoussoukro qui a répondu favorablement à ce rendez-vous du rire et de la bonne humeur. Nous Sangaré et qu'on n'est pas Gassoro de Madongi. L'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, transformée en un temple de l'humour. Nous sommes à la messe de l'humour de la radio-télévision ivoirienne Bonjour Tour 2023. Ce rendez-vous annuel du rire a réuni sur une même scène les meilleurs humoristes du moment. Qu'elle a plongé comme ça, sa tête est rentrée dans le fossile de la fille là. Donc c'est le fossile là qui a tapé son cou. Comme façon de parler à un coup de volet là. J'ai dit on tue le gars, c'est bloqué. Des blagues, mais aussi des moments de fou rire qui a laissé le public en extase. Je voudrais dire merci à monsieur le ministre Maguera Souba qui ne ménage aucun effort d'égayer, de donner la bonne humeur aux populations de Yamoussoukro que nous sommes. Nous avons besoin de ça. Nous souhaitons que chaque année, cela se passe. Bon, c'est devenu comme une tradition maintenant pour nous, parce que quand l'année arrive, on s'attend vraiment à ça et puis c'est vraiment bien. Bonjour Tour 2023 intervient dans un contexte particulier, celui de la célébration des 60 années d'expérience de la RTI. Une chaîne de télévision qui marque 60 ans. Il faut pouvoir dire merci à ces populations parce que sans elles, nous ne sommes rien. Et c'est parce qu'elles sont restées fidèles à la RTI que la RTI a existé jusque-là. Et nous pensons que beaucoup de projets encore, nous allons pouvoir les faire avec ces populations. Parrain de Bonjour Tour 2023 dans la capitale politique, Souleymane Diarra Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie par ailleurs, député de Yamoussoukro, a traduit sa gratitude à la direction générale de la RTI qui ne cesse de donner le sourire aux Ivoiriens en cette nouvelle année à travers l'humour. Le concept de Bonjour est un concept qui permet aux Ivoiriens de se retrouver et de commencer l'année avec la bonne humeur, de commencer l'année avec le sourire, de commencer l'année avec le rire. Et c'est une opportunité pour nous pour souhaiter bonne et heureuse année aux populations vivant à Yamoussoukro. C'est la 4e fois que la ville de Yamoussoukro accueille cette messe de l'humour. Après Yamoussoukro, humoristes et équipes de production déposeront leurs valises à Séguéla, dans la région de Ourodougou, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, pour plus d'humour et de rire. Je me bats et je continuerai de me battre pour l'intérêt de la nation jusqu'à ce que je devienne un bon bâtard. Instant souvenir dans ce journal, 20 janvier 1989, hier 20 janvier 2023, plus de 3 décennies que l'animateur vedette de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Roger Fulgence Kassi, repose chez lui à Kokumbo. Idole d'une génération, Roger Fulgence Kassi a marqué d'une pierre blanche la sphère audiovisuelle en Côte d'Ivoire. La rédaction de RTI 1 se souvient de l'illustre disparu. Serge Pacom Didi, Franck Poidio. Vous suivez la finale de Podium 81 en direct du studio B de la télévision ivoirienne. Cette finale est présidée par monsieur le ministre. 34 ans, jour pour jour, que l'animateur vedette de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Roger Fulgence Kassi, a quitté le monde des vivants.
Idole de toute une génération, RFK aura marqué le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire par son charisme, sa prestance et l'originalité de ses productions. À son actif, la création de nombreuses émissions télé telles que Superstar Station, Nangele, Jamboree et Podium, un concours d'orchestre qui a permis à de nombreux artistes de s'affirmer. Orchestres concurrents d'aujourd'hui, ils ont pour nom les Gélitos. RFK a beaucoup apporté au secteur de la musique et du showbiz. Il fut également le producteur de l'émission Première Chance, icône du micro et légende de la RTI. Roger Fulgence Kassi a suscité de nombreuses vocations. Alors, Eliaka. Un élément de Serge Pas, comme dit, commenté pour vous par Serge Coléa. Dans l'actualité internationale au Burkina Faso, les femmes enlevées dans la nuit du 12 au 13 janvier dans la localité d'Arbinda, dans le nord du pays, par des terroristes, ont été retrouvées au cours d'une opération de contrôle routier. Le bus qui les transportait a été arrêté à un poste de contrôle des forces de sécurité intérieure dans la commune de Tougouri, située à environ 70 km de Kaya, dans la région du centre-nord. Les passagers du bus ont été transférés de Kaya à Ouagadougou. Au total, 66 femmes, dont 4 nourrissons. Les ex-otages ont été accueillis par les membres du gouvernement et la hiérarchie militaire. À leur arrivée dans la capitale, les enquêtes se poursuivraient sur place à Kaya avec des interrogatoires pour connaître leur lieu de départ et leur destination finale. Notons qu'au moment de leur enlèvement, ces femmes, une soixantaine au total, étaient allées cueillir des fruits pour se nourrir. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.